on s'approche du bus. Et à ce moment-là, donc, les femmes se mettent à hurler, à crier, à pleurer. Et de fait, on les avait mis de manière de force, on les avait fait rentrer dans le bus. Et ils ne savaient pas où ils allaient. Ils n'avaient aucune idée, en fait. Nos filters, Sacha Petiot. Ils nous ont vendus aux hommes. On intervient dans un des centres de détention qui se trouve sur la côte à l'ouest de Tripoli, dans la ville de Zouara. Et donc, on apprend qu'à peu près 180 migrants qui avaient été donc interceptés en mer et ramenés à Tripoli, après avoir attendu 6 heures, donc ils avaient fait une quinzaine d'heures sur le bateau, ils avaient été ramenés au port de Tripoli. Et donc là, il n'y avait aucun centre de détention qui ne voulait les prendre. Et donc, ils sont transférés dans une ville côtière qui était proche de Zouara, qui était Sabratha. On décide de préparer une équipe pour aller voir ce qu'il en est et s'il y avait des besoins de première nécessité ou les soins qu'on pouvait apporter. On est guidé dans une sorte de petit chemin qui nous amène à une parcelle militaire. Et donc là, on se retrouve avec une quarantaine, cinquantaine de miliciens, la plupart armés. Il y avait des véhicules de combat aussi, donc des espèces de Land Cruiser avec des mitraillettes montées. Et donc un grand hangar, clos, fermé. Mais on voyait aussi un certain nombre de miliciens qui tournaient, il y avait des allées et venues, et donc une sorte de tension. Puis là, les portes du hangar s'ouvrent, ils font sortir premièrement un petit groupe de femmes, une vingtaine, trentaine de femmes, en majorité érythréennes, mais il y avait aussi des personnes d'Afrique de l'Ouest. Il y avait 2 bébés qui étaient là. Très bas âge, et puis après tout le reste en fait des personnes donc, qui font asseoir en fait en ligne comme ça un par un, les uns devant les autres, et puis ils les avaient regroupés en fait par origine en fait, les gens qui venaient d'Afrique de l'Ouest ensemble, les Soudanais ensemble, les gens qui venaient du Maghreb un peu ensemble, et puis on voit là les personnes qui vraiment chacun réagit différemment, mais livides, traumatisés, tout le monde avait très peur, donc ils revenaient de la mer, ils avaient été interceptés, ils avaient été transférés ici. Personne, encore une fois, ne leur avait parlé, donc ils ne savaient pas où ils étaient, ils ne savaient pas qui les détenait, où est-ce qu'ils allaient être emmenés. Nos docteurs commencent à faire le triage, ou en tout cas à voir les cas les plus qui avaient des besoins les plus rapides, de voir un peu. Donc il y avait une appendicite, il y avait des cas de brûlure, ça c'est ce qu'on retrouve régulièrement. Les personnes qui reviennent de la mer, il y a le mélange du carburant avec l'eau de mer qui brûle la peau. Donc parfois ils n'ont pas la capacité de bouger parce qu'ils sont complètement contris en fait dans ces pneumatiques, et donc avec de larges brûlures parfois sur des pans du corps. Et donc là il y avait certains francophones, donc des Maliens qui s'approchent et qui m'expliquent non, mais on n'a pas mangé depuis qu'on est revenu de mer, donc ça fait 1 jour et demi. Ils ont tiré toute la nuit à balles réelles dans le hangar. Les personnes qui ont essayé de résister ou autres se sont fait frapper. Donc effectivement, on avait 1 ou 2 personnes avec des cicatrices fraîches, en tout cas des bleus au visage. C'est pas un marché de vente aux esclaves, mais on est quand même dans une situation où leur sort n'est pas scellé. On est en train de débattre qu'est-ce qui va se passer de ces personnes-là. On avait fait le premier tour au niveau de soins et les personnes n'avaient ni bu ni mangé, donc on décide d'aller chercher une collation. Et le temps de revenir, donc on a dû partir 45 minutes, il y avait 2 bus qui étaient là, il y avait toutes les femmes qui étaient dedans et une partie des hommes.
Et le reste avait été remis dans le hangar. Donc je dirais il y avait, sur les 180 dont on nous avait parlé, il devait y avoir une centaine, la moitié à peu près, un peu moins, dans ces bus. On s'approche du bus. Et à ce moment-là, donc, les femmes se mettent à hurler, à crier, à pleurer. Et de fait, on les avait mis de manière de force, on les avait fait rentrer dans le bus. Et ils ne savaient pas où ils allaient. Ils n'avaient aucune idée, en fait. Et en fait, tous les hommes étaient entravés. Ils avaient les mains liées dans le dos. On essaye de comprendre avec les personnes où est-ce qu'ils vont être envoyés, parce que c'était pas clair non plus, même pour nous. Il y avait quand même un certain nombre de miliciens armés. On va tous identifier, il y avait des gens en uniforme, mais d'autres aussi habillés tout de noir. Bon, c'est une région où il y a aussi des groupes un peu radicaux. Puis voilà, c'était terrible, puisque ces personnes nous demandaient qu'on les libère, en fait. Mais on était présents, on était là, mais on pouvait de fait pas les libérer. La seule chose qu'on pouvait leur dire, c'est où est-ce qu'on nous disait qu'ils allaient être emmenés. Et en tout cas, essayer de faire le suivi pour les suivre dans ce centre de détention les prochains jours pour voir s'ils y avaient bien été amenés et comment ils avaient été traités. Cette situation assez lourde, assez tendue, avec dans le bus les femmes qui hurlaient fort et qui demandaient qu'on les libère. Certaines s'adressaient directement aux miliciens en leur disant « mais laissez-nous sortir, on vous paye, we pay you money », mais qui ne voulaient absolument pas être emmenées. Moi, j'avais discuté avec une femme ivoirienne qui était totalement abattue. Donc elle était assise en larmes et elle me glisse en français « Ils nous ont vendus aux hommes ». Au final, avec cette tension, ils ont laissé sortir le groupe de femmes un moment, la vingtaine qui était là. Mais la situation commençait à se tendre, les miliciens parlaient plus fort, ça s'agitait plus. Et on a compris aussi que notre présence était l'obstacle majeur au transfert, en fait, pour que le bus puisse partir. Bon voilà, on n'allait pas pouvoir négocier leur libération, on pouvait rien faire à ce moment-là. Avec cette tension-là, avec le nombre d'acteurs armés, on décide à un moment de se dire, bon, il y a aussi les personnes qui sont restées, les migrants, dans le hangar, on va aussi faire la distribution, parce qu'on est venu pour ça. À l'intérieur, c'était assez terrible, c'était suffocant, ça sentait très très mauvais, il y avait, pas de toilettes ni autre, les gens étaient, il n'y avait pas de lumière, donc c'est un ancien, alors je ne sais pas si c'était agricole ou ce qu'il y avait dedans, mais bon, il y avait des vieilles machines dans le fond, et donc ces migrants qui étaient par groupe, il y a des personnes qui sont très déçues, agitées, pas de manière violente, mais qui limite ne veulent pas prendre la nourriture, il y en a qui sont totalement amorphes. On voit qu'ils ils sont complètement cassés. Ils prennent les choses machinalement, sans à peine regarder. Puis en sortant, les deux bus avaient disparu, tout le monde avait été emmené, donc les femmes aussi. 3 jours après, on a pu avoir accédé à un des centres de détention où ils avaient été transférés. Mais effectivement, on n'a pas pu voir tout le monde. Et ça, c'est une des problématiques, c'est que les personnes qui sont ramenées, il y a 180 personnes qui sont ramenées, il y en a, on va dire, 130 qui sont emmenées dans les centres de détention officiels. Après, du transfert, on passe à 70. Donc, qu'est-ce qui se passe de toutes ces personnes ? Est-ce qu'au mieux, elles arrivent à s'échapper, tant mieux ? Est-ce qu'elles payent pour qu'on les laisse partir ? Est-ce qu'elles sont échangées ou redonnées dans d'autres réseaux de trafiquants ou autres ? Dans le prochain épisode. Dire que secourir des personnes qui se noient, c'est favoriser, on va dire, l'immigration vers l'Europe. Je sais pas, ce serait comme pour moi dire que avoir dans un pays des ambulances, c'est favoriser des hôpitaux trop pleins.